Voilà, nous démarrons la seconde partie de cette chronique de janvier 2017, ici et maintenant. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première, je vous souhaite à tous une meilleure année 2017 que n'a pu l'être pour chacun d'entre nous l'année 2016, tout en sachant bien, je l'ai dit et je le répète, que nous approchons de ce qu'on peut appeler le collapse. Alors, cette deuxième partie, le but, c'est d'essayer de vous expliquer, de vous montrer, de vous proposer plusieurs solutions je ne vais pas dire de survie, parce que oui, pour certains, ça sera de la survie, pour d'autres, ça sera de limiter les dégâts, pour d'autres encore, ce sera de sauver leurs amis, leurs parents, leurs enfants, et d'essayer de voir qu'il est encore temps aujourd'hui de se préparer, sans affolement, sans trop changer ses habitudes, mais en prenant un certain nombre de précautions, en augmentant les réserves que vous pouvez avoir, l'eau qui est le principal, essayez d'installer des systèmes de traitement d'eau, calculez bien vos besoins et pensez que le blocage total de l'économie risque de durer 2 ou 3 mois. Et pendant 2 ou 3 mois, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de livraison de fuel, il y aura peut-être plus d'eau au robinet, très probablement, elle sera peut-être mauvaise, les problèmes sanitaires seront importants, les problèmes d'alimentation seront extrêmement difficiles, et pour ceux qui habitent dans les villes, ça deviendra extrêmement dangereux d'aller chercher à boire, à manger ou les médicaments dont vous pouvez avoir besoin. Ça sera extrêmement dangereux de se déplacer. Après, il y a le problème du chauffage. Si cette crise tombe en hiver, imaginez-vous 3 jours sans chauffage. Au bout de 3 jours, ça devient très, très difficile. Donc, effectivement, ceux qui vivront à la campagne, hors des grands centres urbains, vont être privilégiés d'une certaine manière, surtout s'ils habitent, comme je l'ai déjà dit, à côté de fermes, qu'ils sont amis avec des fermiers, qu'ils sont amis avec des maraîchers, qu'ils sont amis éventuellement avec des éleveurs, qu'ils sont capables de trouver de quoi, qu'ils aient un système de chauffage, indépendant des énergies fossiles, donc des problèmes de livraison. Bref, c'est l'autonomie qu'il faut un peu rechercher. Alors, il y a quelque temps, j'ai lancé un site qui est un wiki, un wiki, W-I-K-I, qui s'appelle Dystopie 2019, D-Y-S-T-O-P-I-E 2019.wikispace.com. J'ai essayé de réunir des renseignements sur différentes problématiques, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis sur le forum de ici et maintenant, vous avez je crois, une section où vous pouvez éventuellement me poser vos questions. N'hésitez pas non plus. Je n'y vais pas tous les jours, mais ça m'arrive d'y passer, donc je ne manquerai pas d'essayer de répondre à vos questions, même si comme je le dis souvent, je ne connais pas l'avenir. Et même si cet avenir n'est pas encore tout à fait écrit, bien évidemment, il y a encore peut-être des possibilités pour que nous puissions, si ce n'est éviter la crise, éviter des conséquences qui seront extrêmement violentes, et je pense en particulier aux difficultés pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les malades, pour les handicapés aussi, pour tous les gens qui, déjà en temps normal, doivent compter sur la médecine, doivent compter sur
sur l'ensemble du système de la société, cette société qui, en fait, entraide, même si on n'est jamais content, même si on trouve que pour certains on paye trop d'impôts, pour d'autres on ne reçoit pas assez, cette société quand même a cette capacité de répartir. Alors je reprends un peu ma casquette d'économiste dans cette affaire. J'entends souvent les gens se plaindre, oui, vous vous rendez compte, un peu plus de 55% 55% du PIB qui vont à l'État, mais pensez que l'État redistribue, pensez que au niveau du nombre de fonctionnaires en pourcentage de la population, ça n'a guère varié depuis 30 ans, on est aux alentours de 18% toujours, du nombre de fonctionnaires par rapport à la population en âge de travailler, que ce qui est inadmissible, bien évidemment, c'est encore ces problèmes d'extrême pauvreté, et il y a quand même probablement 6 millions de pauvres en France. Ça, c'est complètement inadmissible, et j'espère que les candidats qui vont se présenter aux prochaines élections mettront au moins dans leur programme disons, un budget de lutte contre cette pauvreté. Il est complètement anormal que des gens meurent de froid dans la rue et que des enfants soient sans possibilité de logement et sans au moins un repas chaud par jour. Voilà. Je pleure. Enfin, oui, il m'arrive parfois d'avoir les larmes aux yeux, de penser à ces gens-là. Et individuellement, on ne peut pas faire grand-chose. On voit bien sûr, il y a des associations qui font un boulot fabuleux, mais c'est l'État qui doit prendre en charge ces choses-là. C'est l'État qui doit empêcher que des gens meurent de froid. C'est l'État qui doit empêcher, et c'est l'État, parce que l'État, c'est nous. C'est nous qui finançons cet État, par nos impôts, par la TVA, par les taxes, par tout ça, et qui sont mal fichus, je le reconnais, ça ne va pas. Mais les programmes de certains candidats qui disent on va diminuer les dépenses publiques, réfléchissez que c'est un programme totalement aberrant. Parce que diminuer les dépenses publiques, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont plus rien avoir, ou qui auront tellement peu que ça sera impossible de survivre. Donc ne vous laissez pas, influencer par ces sirènes, par ces belles paroles de ceux qui disent bon, l'État est trop présent, on va donner, le privé fonctionnera mieux, etc. Je veux dire que la sécurité sociale, bien sûr, ça ne fonctionne pas bien, mais il faut voir dans quelles conditions les gens qui travaillent dans les hôpitaux sont traités. Il faut voir dans quelles conditions ils ne peuvent pas prendre de vacances, il faut voir à quels horaires ils travaillent. Donc, au contraire, donnez votre confiance d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas à moi d'influer sur ce que vous allez voter, mais donnez votre confiance à ceux qui, au contraire, sont prêts éventuellement à augmenter le déficit. Eh bien, quelle affaire. Les relances, ce qu'on appelle les relances keynésiennes, ont montré leur efficacité. La seule chose, c'est qu'on vit depuis maintenant une vingtaine d'années, ou un peu plus même, dans la philosophie économique de l'Allemagne, qui avait une trouille bleue de l'inflation. Et de cette philosophie économique, je vous propose de vous renseigner, ça s'appelle l'ordolibéralisme. Ordolibéralisme. Et c'est une philosophie économique complètement aberrante parce qu'en Allemagne aussi, il y a énormément de faibles salaires, de pauvres, etc. C'est une philosophie économique aberrante parce que tant qu'il y a dans un pays des gens qui sont en capacité de travailler, tant qu'il y a des projets, tant qu'il y a des gens compétents, cette idée de dire on ne peut pas le faire, on n'a pas d'argent est une idée aberrante parce que l'État a toujours la capacité de créer la monnaie dont il a besoin et il a la capacité, s'il y en a trop, de la supprimer par les impôts. Je bouge un peu parce que j'ai un rayon de soleil qui m'atteint. Il a la capacité de
de les supprimer par les impôts qu'ils ne remettraient pas en circulation. Voilà, à tous, donc encore une fois, que cette année 2017 soit meilleure que l'année 2016. Je pense à vous.